Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma vidéo. Aujourd'hui, on va parler de 3 nouvelles théories sur Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, pour préparer le chapitre 138 qui devrait sortir normalement le 9 mars. Et je pense qu'on devrait avoir les premiers spoils ce week-end, donc j'ai envie de faire des vidéos pour traiter un petit peu de ces 3 théories qui fleurissent un petit peu sur internet et qui me sont reportés dans les commentaires généralement. Donc je voulais vous donner mon avis à propos de ces 3 théories, vous dire un petit peu ce que j'en pense et qu'on puisse un petit peu débattre sur ces 3 idées qui pourraient être intéressantes pour la fin de Shingeki no Kyojin. La première idée que je voulais développer avec vous aujourd'hui, c'est la théorie comme quoi Falco boufferait Eren et donc serait le dernier titan assaillant. Cette théorie a pris source dans une différence qu'on a entre l'animé et le manga, puisque dans l'animé, lorsque Falco se réveille du champ de bataille dans la tranchée avec ses amis, il parle d'un rêve, d'un fameux rêve qui serait tenu par des câbles, qui tiendrait des sabres et apparemment qui verrait des titans en train de pleuvoir dans le ciel. Et c'est une phrase qui a été ajoutée directement dans l'animé, apparemment par Isayama. Plusieurs témoignages disent que c'est Isayama qui a dit, sans expliquer un petit peu ses raisons au producteur MAPPA de l'épisode, de rajouter cette ligne-là. Et comme Falco n'a jamais vu ni d'équipement tridimensionnel, ni des titans tomber du ciel, on se dit peut-être qu'il s'agirait d'un souvenir. Et s'il s'agit d'un souvenir, c'est donc que Falco aurait bouffé le titan assaillant et que Eren donc lui aurait directement envoyé un souvenir à cette version de Falco avant qu'il bouffe le titan. Et donc avec le dernier scan 137, où on voit directement Falco transformé en oiseau avec potentiellement Armin qui ferait une explosion en se transformant en titan colossal pour tuer Eren, on imagine que les titans shifters qui sont directement sur la grande ossature qui représente un petit peu le titan assaillant qui dirige le grand terrassement, tous les titans shifters voleraient dans le ciel, et ce qui nous donnerait un petit peu la vision que Falco a sur le champ de bataille dans l'épisode 1 de la saison 4. Moi, je ne suis pas trop convaincu par cette théorie. Je ne pense pas que Falco va directement bouffer Eren dans le chapitre 138 et qui sera le dernier titan assaillant capable d'avoir non seulement les souvenirs des titans précédents, mais en plus d'envoyer ses souvenirs dans le passé. Ça serait une ouverture sur une fin que je ne comprendrai absolument pas, puisqu'aujourd'hui on n'a pas des éléments nous montrant que Falco va devenir un petit peu le sauveur, le pionnier, ou en tout cas une personne qui aurait influencé tous les événements de l'histoire, comme a pu faire Eren dans le chapitre 121 ou 122, où il utilise le sang de Sig, de son frère, pour pouvoir directement aller convaincre son père et certainement d'autres titans assaillants. Rappelez-vous un petit peu du flashback qu'on a eu de la chouette lorsqu'il dit au père d'Eren « protège Mikasa et Armin ». On n'a pas des preuves ou des empreintes un petit peu de Falco tout le long de l'œuvre pour nous penser que c'est lui qui va ingurgiter et qui sera le dernier titan assaillant. Mais on ne sait jamais, c'est une théorie qui me semble un petit peu farfelue, un petit peu tirée par les cheveux, mais qui semble possible et en tout cas qui expliquerait le pourquoi du comment de cette fameuse phrase de Falco, qui porte vraiment à confusion, puisque dans le manga on n'a pas du tout cette phrase. Et là on voit que dans l'animé, Isayama nous a sensiblement fait passer un message, fait passer quelques indices pour nous aiguiller en tout cas sur ce chapitre 138 ou sur la fin de Shingeki no Kyojin. Donc voilà un petit peu mon avis sur cette théorie de Falco qui revient constamment en commentaire. C'est pas moi qui l'ai trouvé directement, c'est des commentaires incessants sur Twitter et sur YouTube pour me dire que penses-tu de Falco et de ce flashback là. Moi j'avais relu déjà en version papier plusieurs fois la scène, je trouvais pas vraiment de quoi on parlait. Et là j'ai eu l'extrait vidéo en voyant Falco et c'est vrai que c'est intriguant, mais je pense pas notamment que ça va être lui qui va bouffer directement le titan assaillant. La deuxième théorie que je voulais directement partager avec vous sur cette vidéo, c'est la théorie des fins alternatives. Donc moi je suis pour, moi je pense vraiment qu'on va avoir des fins alternatives. D'ailleurs n'hésitez pas à regarder ma petite vidéo sur les fins alternatives, il y en a plusieurs sur la chaîne. Mais je pense pas que l'une des preuves de ces mondes alternatifs soit les maux de tête de Mikasa. Il y a souvent une théorie qui dit que Mikasa, lorsqu'elle se souvient un petit peu de son passé je parle de Eren, lorsque Eren sauve la vie de Mikasa, plusieurs ont relevé le fait que selon les moments de l'animé et du manga où on voit cette scène, les fenêtres et le sol ne seraient pas faits de la même façon. Moi, je pense que c'est simplement une erreur d'Isayama qui, lorsqu'il a redessiné plusieurs fois la scène et sur 13 ans, ne s'est pas appliqué à se souvenir de la taille exacte de la fenêtre ou du motif du plancher. C'est vrai que dans la version animée aussi, on voit que certains éléments s'effacent du flashback de Mikasa, mais je pense que c'est une mise en forme, une mise en page, une manière de raconter que c'est un souvenir et qu'un souvenir c'est disparse
c'est flou, c'est un peu volatile et que ça apparaît comme ça au fur et à mesure des souvenirs de Mikasa. Et c'est aussi peut-être une mise en page, une réalisation pour nous montrer que Mikasa est dans un rêve, que ce sont des souvenirs et qu'elle a du mal à accéder aux différents éléments de cette scène qui est assez traumatisante. Donc je pense pas du tout que cette scène, les souvenirs de Mikasa ou ses maux de tête, soit un élément probant qui nous montre réellement la réalité des fins alternatives telles que je l'ai présentées dans mes vidéos précédentes. C'est peut-être le cas, ça va peut-être être développé, mais pour moi ce sont des points un peu trop précis et qui peuvent être largement alloués aux 13 ans d'écriture d'une œuvre, hein, et quand on écrit une œuvre pendant aussi longtemps, on ne se souvient pas forcément de tous les souvenirs, et je ne pense pas que c'est vraiment là-dedans qu'il faille chercher des preuves pour les mondes alternatifs. La troisième théorie que j'avais envie de partager avec vous, et qui complète un petit peu une ancienne théorie que j'avais faite sur les mondes alternatifs, c'était notamment qu'on aurait une fin différente certainement pour l'anime et pour le manga, et que Isayama exploiterait parfaitement l'intégralité des supports qui lui sont proposés, soit le support manga mais également le support animé, pour nous donner l'expérience la plus, je dirais, unique possible, et nous proposerait donc une fin différente et dans l'anime et dans le manga, pour pouvoir nous montrer un petit peu les fins alternatives et que ce ne soit pas juste quelque chose d'imagé dans le manga ou dans la série en nous disant oui, Eren, hein, j'ai choisi cette fin mais il y en a d'autres possibles. Non, ce serait bien qu'Isayama profite de tous les supports qu'il a sous la main pour pouvoir nous montrer les différentes fins interpossibles et nous montrer les différentes fins qu'il souhaite faire, mais de manière vraiment volontaire, hein, contrairement à Promised Neverland où on a des fins peut-être différentes parce que l'auteur n'est pas satisfait clairement de la fin qu'elle a dessinée dans le manga. Contrairement à Game of Thrones où on aura possiblement des fins différentes parce que non pas J.J. Abrams, parce que l'écrivain de Game of Thrones n'a pas pris le temps d'écrire la fin, ou comme Full Metal Alchemist, où l'anime avait pris tellement d'avance qu'il a improvisé une fin parce que l'auteur n'avait pas encore fini son œuvre. Non, là ce que j'explique, c'est que Isayama aurait sciemment demandé à ce que l'anime et le manga soient différents pour pouvoir raconter quelque chose et pour pouvoir jouer directement avec tous les supports. Et je me base un petit peu sur ça parce que Isayama c'est quelqu'un qui aime beaucoup jouer avec la narration. On peut le voir notamment sur la transformation de Reiner et Bartelt, où ils se transforment hors champ, où des révélations nous sont faites directement hors champ, alors que d'habitude, des révélations dans un manga ou dans une œuvre, c'est fait vraiment de manière dynamique, où vraiment on a un focus sur le personnage qui est en train de faire la révélation. Et une idée que j'avais eue, et qui est donc cette troisième théorie, c'est que peut-être que l'anime se passe avant le manga. On parle beaucoup de boucles temporelles hein, dans Shingeki no Kyojin, c'est un secret pour personne. On se doute par rapport à la première case où on voit Eren se réveiller avec l'écharpe de Mikasa, qu'il y a forcément un retour dans le passé dans le Schmilblick. Le deuxième indice, c'est peut-être quand la chouette nous parle de protège Mikasa et Armin, on se dit ah, là aussi il y a peut-être quelque chose qui se passe au niveau d'une boucle temporelle. Et donc on se dit bah peut-être qu'au final les mondes alternatifs ne sont que des timelines différentes. Et dans ce cas-là, je me dis que peut-être que l'anime est la première timeline qui nous est proposée, puisqu'on n'a pas le souvenir de Eren qui se souvient de Mikasa et qui pleure, on ne l'a pas. Donc en fait, l'anime finirait et ensuite la timeline suivante serait le manga. Et donc en fait on aurait l'anime et le manga qui se suivent, qui ne se racontent pas la même chose, mais la même chose sur deux timelines différentes. Ça c'est ma troisième théorie, et je pense qu'elle peut être hyper intéressante, parce que comme la théorie des fins alternatives proposées dans l'anime et dans le manga différentes, Isayama exploiterait vraiment tous les supports qui sont mis à sa disposition. Et une des choses aussi qui me fait espérer que c'est peut-être possible qu'on ait une dissonance aussi importante entre l'anime et le manga, c'est que je pense que si on n'aurait pas eu de contraintes de temps, oui, tu aurais pu finir l'anime. Mais ils ont changé de studio, les producteurs, et ils sont passés à Mappa pour un gain de temps. Et peut-être que le gain de temps est fait et demandé pour que l'anime et le manga se finissent directement à la même période. Là, on aura donc la fin des épisodes, de l'épisode 16 normalement, au courant du mois prochain. Et est-ce qu'on va avoir une seconde partie? Est-ce qu'on va avoir un film derrière? Je ne sais pas, mais peut-être que le film ou la seconde partie serait donc cette fin alternative différente des scans 138 et 139 qu'on devrait avoir aux alentours du 9 mars et du 9 avril. Donc voilà pour l'intégralité de mes avis sur les théories. Il y en a plusieurs, hein. La théorie d'Armin, sur laquelle je voulais rebondir depuis un certain nombre de temps, de Falco, sur laquelle je voulais rebondir depuis un certain nombre de temps, la théorie de Mikasa, que j'ai commencé à voir fleurir ici et là, et cette théorie des fins alternatives, ou en tout cas cette théorie des différences entre le manga et l'anime, pour voir si on allait avoir vraiment d'autres choses. Voilà mes trois théories. N'hésitez pas surtout à regarder ma vidéo sur la théorie du titan marteau et sur mon avis sur la théorie du titan bestial et du titan marteau. N'hésite pas à commenter, liker cette vidéo, pour me dire encore si tu as d'autres théories, pour qu'on puisse ensemble voir un petit peu les théories et les idées que toutes les personnes peuvent avoir sur la fin de Shingeki no Kyojin. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à la prochaine pour plus d'informations sur SNK. Allez, ciao!